Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre, bonjour. Bonjour. Content de te retrouver. Pareillement, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Beaucoup d'actu aujourd'hui, Oui. Lisa. Commençons tout ça à Québec parce que on a eu des échos aujourd'hui ici dans la province de ce qui s'est passé avant-hier à Ottawa. Je rappelle cet incident là, dans lequel on a un membre du Parti libéral, député franco-ontarien, qui se met à traiter de plein de mal, je vais le répéter gentiment, un chercheur qui est venu expliquer pourquoi il y a un déclin du français qui serait associé, selon les statistiques de Statistique Canada, je le rappelle, à une fréquentation de l'école secondaire, cégep, université anglophone par la suite. Et là, aujourd'hui, c'est les réactions, comme je le dis, du côté de Québec, du côté des autres partis à Ottawa aussi. Depuis hier, le Bloc québécois exige sa démission de ce comité en question. On a aussi, au Québec, François Legault qui a dénoncé un total manque de jugement sans réclamer une démission. Il y a le ministre de la langue française, Jean-François Roberge, ici aussi, qui a dit qu'il devait présenter des excuses plus officielles parce que du côté du député, M. Francis Drouin, on continue à dire, moi, je vais m'excuser si les concernés m'appellent pour demander des excuses. Écoute, il y a quelque chose. Hein? Mais ça, c'est faux. Mais tu sais C'est du culot, il ça. est président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Oui, et d'ailleurs, le Bloc, on fait parvenir Écoute, qu'est-ce que tu fais à occuper ce poste-là? Ah, c'est très fort, surtout que lui ne veut pas du tout, ni présenter d'excuses publiques, mais continue, il persiste et signe, là, dit que tout ça, c'est de la foutaise, les données qui ont été amenées, c'est ridicule, il n'y a pas de déclin lié à tout ça du français. Mais donc, tu peux pas être porte-parole pour la francophonie, là. Tu peux pas être président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie quand tu tiens ce discours-là. C'est dans mon sens, effectivement. Tu ne peux pas faire ça, mais lui continue à dire qu'il a défendu le français toute sa vie, que c'est la machine péquiste au Québec qui s'est mise en marche contre lui et que c'est ça aujourd'hui qui lui vaut toutes ses réprimandes. Peut-être plus le fait d'avoir insulté quelqu'un en commission. Des gens aussi qui sont des experts qui étaient venus finalement donner des informations. Là. Invités par les parlementaires. Je veux dire, entre deux parlementaires, tu as deux députés, un ministre et un député de l'opposition, là, mettons, qui se crient des affaires par la tête. Déjà, on pourrait mieux comprendre. Là. Ça reste inacceptable dans la maison du peuple, là, à l'Assemblée nationale ou encore à la Chambre des communes. Tu es censé être capable de débattre avec des mots qui sont pas des insultes. Mais là, quand tu invites quelqu'un, là, un civil, quelqu'un du public, qui vient pour t'expliquer quelque chose, tu l'envoies chier. Là. Sincèrement, c'est ce qui est arrivé. Tu l'insultes sur ces données qui sont des données de ton propre gouvernement, des données de Statistique Canada. Moi, si on se faisait traiter de plein de marde, si on aimerait ça. Imaginez ça que ça vous arrive. Mais dis-moi, là, tu m'as parlé de toutes les réactions là, des parlementaires ici au Québec et heureusement, ils ont tardé quand même. Ils auraient pu réagir plus vite, mais bon, en tout cas, on va les prendre quand ça sort. Mais du point de vue des libéraux... On l'appuie. Justin Trudeau, lui, met ça sur le dos là, de s'être emporté de la passion qu'il a pour la défense du français. Le ministre des langues officielles du Canada, M. Randy Boissonneau, lui juge que la position de son collègue tombe sous le sens. Des mots un peu forts, mais tout ce qu'il dit, c'est bien vrai. Non, les libéraux font bloc autour de leur député, ce qui est assez étonnant. Merci. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, là, si c'est excusé, on s'entend, on n'en parlerait plus. Mais là, continue à verser de l'huile sur le feu. Est-ce qu'on est, nous, la machine péquiste du Québec, Isabelle, pour s'insurger contre ça, comme lui le dit? Je pense pas, en tout cas, pas moi. Non, voilà. Pas du tout. Voilà, donc c'est une saga, j'ai l'impression, qui n'a pas fini de faire jaser Isabelle. On verra après ça s'il y aura d'autres conséquences là, pour le député Drouin. Tout savoir en 24 minutes. Sinon, toujours à Québec, drôle de situation autour d'un des membres, un des piliers du gouvernement de la coalition Avenir Québec, Pierre Fitzgibbon, le super ministre, celui à qui on afflue ce titre-là parce qu'il occupe à la fois le ministère de l'Économie, le ministère de l'Énergie, deux gigantesques dossiers et portefeuilles ici au Québec, qui s'engage pas à finir son mandat en ce moment. Puis dans un contexte où on a des démissions en série du côté de la coalition Avenir Québec, c'est sûr que c'est une très mauvaise nouvelle. Là, parce que M. Fitzgibbon, on comprend. Lui, il dit pas « Ah, je m'en vais demain matin ». Non, c'est ça. Mais quand on lui demande s'il veut se représenter, ce qu'il préfère dire, c'est « Moi, je suis ici, je finis des dossiers, puis vous le saurez le matin même si jamais je m'en vais ». Si je m'en vais, vous le saurez le matin de même. Ça. Avec la verve qu'on lui connaît, M. Fitzgibbon, lorsqu'il répond aux journalistes. Mais c'est une réponse. Il adore les journalistes. Oui. C'est de l'amour pur. C'est pas vrai, très fort. Ça transparaît tellement. C'est une belle relation. Ça se ressent. C'est tellement une belle relation. Tu vois, j'ai pris les travers de Mario Dumont.
Ouais. Tu vu ça? C'est comme de la contre-blague. Ben voilà. Oui, le cynisme poussé au maximum. Exact. On le salue non, c'est des de belles ses vacances. Oui. Allô, Mario? Voilà. Mais c'est quelque chose quand même. Là, lui disait qu'il voulait au départ s'en tenir à 2 mandats. Il doit tellement être tanné, Alex. On peut-tu se le dire? Ouais, là, il doit tellement être tanné, là. Parce que, il doit être à bout, Fitz. Ça paraît il doit être à bout. Je le comprends. On est tout le temps en train de crapigner puis l'écœurer dans ses projets. On peut-tu juste le laisser tranquille? Mais on se comprend parce que c'est un homme issu du milieu des affaires qui est fortuné, qui a eu du succès, qui a été habitué de mener, là, de ce qu'on comprend, des business. Puis quand tu es dans une entreprise privée, c'est toi le boss. C'est toi le boss, là. Amenez-en des usines à batterie. Puis on privatise l'hydro, là. Mais c'est normal quand t'es le patron, mais à part, mettons, les lois du pays dans lequel tu te trouves, y a-tu d'autres règles qu'il faut pas que t'enfreignes? Les journalistes écolos, s'il vous plaît, là, pouvez-vous me donner une petite pause, là, Ben, un peu, puis c'est un peu l'attitude. Je fais la bulle de Fitzgibbon. Ah, c'est bon, ça, dans une bande dessinée. Oui, tu serais bonne pour remplir les cases, justement. Voilà. Et non, c'est quelque chose, puis là, on la sent, cette exaspération-là, depuis quand même là, plusieurs mois, voire des années, parce que lorsqu'il essaie d'entreprendre des projets, amener toutes sortes de choses sur la table, ben, pas qu'il se fait mettre des bâtons dans les roues, mais il fait partie de la politique parlementaire. Quand tu es au gouvernement, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des oppositions qui te bombardent, des journalistes qui te posent des questions, et là, t'as moins les coups des franges que quand tu es un boss d'une entreprise privée. Puis c'est normal, tu représentes un gouvernement qui brasse des milliards et des milliards de dollars. Donc, M. Fitzgibbon qui s'engage pas à terminer, tandis que M. Legault, lui, dit qu'il va assurément terminer son mandat, M. Fitzgibbon. On comprend qu'il veut essayer de rassurer la population, les militants, un peu tout ce monde-là. Mais quand même, dans les faits, s'il comptait absolument finir son mandat, il l'aurait dit. Ben, il y a des rumeurs, hein? Oui. Il y a des rumeurs persistantes. Ben, qu'il est vraiment... Des fois, à bout. Ça le dérange. Oui, c'est ça. Mais voilà, bon, on verra si c'est les rumeurs qui se concrétisent parce que je rappelle là, les dernières démissions en liste du côté du cabinet de M. Legault. Le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, qui a quitté pour aller se présenter du côté des conservateurs au fédéral. Et c'est Manuel Dionne, là, son directeur des relations médias, qui est parti plus tôt cette semaine. Encore une fois, là, dans les deux cas, on a comme des raisons pour quitter, mais quand même, c'est des démissions, des départs qui laissent des gros trous dans l'équipe Legault. Tout savoir en 24 minutes. Scène ahurissante qui s'est déroulée là, il y a quelques heures à peine au palais de justice, alors qu'on avait le comédien Gauchi Boy au palais de justice de Laval qui s'en venait recevoir sa sentence pour agression sexuelle. Lui qui a été retrouvé coupable de cette agression sur une ancienne fréquentation là, en 2018. Et là, ben... il venait, lui, avec sa marchette. Là, il a des ennuis de santé, donc marche avec sa marchette dans le palais de justice. Et là, fâché de voir des journalistes dans sa face, prendre des photos, filmer des images, il a lancé littéralement sa marchette sur le photographe du Journal de Montréal. On peut regarder les images, Isabelle. Pensez-vous parler, c'est dans mes yeux. Hey, t'as lancé ta marchette. T'as lancé la marchette sur le photographe. C'est un bois de fait, ça. Ouais, mais vas-y, là, ton bois de fait. Calais. Tu m'as fait mal, là. Tu m'as fait mal. Non, mais pas la vie. Là, confrontation, on voit d'autres journalistes qui courent aller chercher un constable spécial et il a été arrêté par la suite. Là, c'est ce qu'on entend, le journaliste dire « Hey, tu m'as fait mal, blessure légère, heureusement pour notre collègue. » Bien agressif. Mais c'est qui dit, là, il l'a mangé vraiment en plein sa jambe. Là. Il y a des constables spéciaux qui sont arrivés, qui sont venus l'interpeller, qui l'ont placé en arrestation. Là. Ben, il la sent, à cause de ça? Ben absolument, parce que tu peux pas faire ça nulle part. Hein, c'est un voie de fait. Tu peux encore moins faire ça dans un palais de justice. Donc, ça a suspendu là, l'audience de manière temporaire. Mais dans les dernières minutes, Isabelle, finalement, on a eu sa sentence. 21 mois de prison pour l'agression sexuelle du côté de Gauchi Boy. De son vrai nom, là, Ugokchu Chijoke Onyechekwa. Voilà, je l'ai bien le prononcer. C'est assez difficile. Merci. Donc, une sentence qui tombe, mais c'est surtout de la violence encore dans les palais de justice contre un journaliste aussi. Il y a toutes sortes de choses dans cette affaire-là. Le président de la FPJQ a d'ailleurs réagi aujourd'hui, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, en disant que c'est inacceptable, encore une fois, qu'il y ait de la violence projetée envers des journalistes. Parce que je rappelle, t'es quelqu'un au palais de justice, tu te fais accuser de quelque chose, t'as beau être bien frustré, pas content, puis en plus, t'es des journalistes qui te prennent en photo, t'as beau haïr ça, cette personne-là fait son travail, c'est son gagne-pain, il est là pour ça. Tu peux pas l'agresser pour ça. Là. Mais je retiens aussi 21 mois de prison pour agression sexuelle. Donc, il a été trouvé coupable avec une sentence de prison. Il va probablement, on va voir, c'est parce que s'il lance des marchettes en prison,
il va rester là plus longtemps que peut-être qu'il espère. Ouais, je sais pas. Il va peut-être se faire placer aussi. Tiens. Je sais pas si tu te fais te donner autre chose que ta marchette ou une marchette alternative moins rigide peut-être en prison. Faudrait poser la question, je me le demande. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Toujours dans les affaires judiciaires, c'est un témoignage déchirant qui a été entendu aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Le témoignage d'une mère dans ce dossier, là, cette histoire de Lachine qui est absolument ahurissante, dans laquelle, je rappelle, Véronique Manceau, une femme de 38 ans, a été trouvée coupable là, de meurtre premier degré, donc ne pourra pas s'en tirer avant la sentence maximale en 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle, parce que c'est une histoire ahurissante, je le dis. Et la mère a lu un texte devant la coupable dans cette histoire-là, Mme Manceau, déchirant, dans lequel elle décrit son fils comme un jeune homme là, drôle, gentil, qui aimait la vie, même s'il avait pris quelques mauvaises décisions dans sa vie. Parce que Jimmy Métaux, 27 ans, s'était rendu là, en 2021 dans la résidence de Mme Manceau, là, qui se trouve à Verdun. Et là, je rappelle les faits rapidement. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de détails, finalement, sur ce qui s'est passé. Oui, mais puis même, malgré tous les détails, je vais le dire comme ça, on dirait que c'est un gars qui est incompréhensible. C'est tellement étrange, toute cette histoire-là. Il se ramasse un groupe de gens, on dit des amis, des connaissances, qui vraisemblablement étaient là ensemble pour consommer de la drogue, du crack, entre autres. Et sous l'influence de ce crack, Mme Manceau s'est mise à comme halluciner que Monsieur Jimmy Méthode aurait été un espion à la solde de son ex-conjoint et se met à le battre, littéralement à le battre sur place. Il essaie de prendre la fuite. Il y a un adolescent sur place qui se range du côté de Mme Manceau, l'interpelle, puis il réussit à comme le séquestrer, le garder là, se fait battre à nouveau, l'attache, et là, une fois, il est battu, ils veulent lui servir un dernier repas. C'est comme ça qu'il présente un pâté au poulet Saint-Hubert qu'on lui sert congelé, lui dit qu'il veut pas mourir à plusieurs reprises. On le force à boire du liquide inflammable. C'est pour ça qu'on parle d'une torture. Puis finalement, on l'assassine avec de multiples coups de couteau. On le jette dans le garage, puis finalement, dans un baril qu'on met dans le garage. Il y aurait eu quelqu'un qui a dénoncé cet événement-là aux policiers qui ont pensé au début que c'était une blague, qui se sont rendus dans la résidence, puis qui ont finalement trouvé le corps de M. Méthode dans le baril. Vraiment un crime sordide qui s'explique excessivement mal. Là. Comment un souper comme ça a pu dégénérer une soirée entre connaissances, entre amis à ce point-là. Vraiment, vraiment un drôle de cas. Véronique Manceau qui est restée, elle, impassible de marbre durant tous les témoignages. Il y a les sœurs également là, de la victime dans cette histoire-là qui sont venues parler aussi, expliquer la situation, mais on est resté impassible du côté de Mme Manceau, qui s'est toujours pas confié sur le pourquoi du comment cette histoire-là est survenue, Isabelle. Vraiment un crime étrange, sincèrement. Et gratuit. Ben, ce qui nous semble gratuit. Après ça, il va falloir réfléchir. Consommation de drogue, là, c'est un problème qui s'étend au Québec pour toutes sortes de consommations, particulièrement chez les populations vulnérables, dans les rues. Là, on parle du CHSLD là, dans le centre-ville de Montréal où il y a du crack qui se vend parmi les usagers. Situation inquiétante. Là. Je veux pas qu'on se remette à faire comme le war on drugs qu'il y a eu aux États-Unis, puis l'espèce de diabolisation excessive qu'il y a eu autour des drogues comme ça, mais clairement que dans des situations comme celle-là, c'est pas étranger complètement là, aux épisodes de violence comme on a pu voir. Tout à fait. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Ils s'envolent-tu des autos ou pas? Écoute. Honnêtement, c'est tellement hallucinant de voir que c'est un problème. 15 Forerunner de Toyota par jour. Par jour? Ouais. Pour ne nommer que cette marque de voiture, mais il y en a plein d'autres. Ben, il y en a plein d'autres qui se font voler. Puis on parle de la région de Montréal, mais partout là, sur les deux rives, c'est le même phénomène qui s'observe. Qu'on soit sur la rive nord, sur la rive sud, à Laval. Et c'est surtout des voleurs qui sont de plus en plus audacieux là, pour réaliser leur vol. La technologie aussi de leur côté. Et rapide. Oui, parce que c'est ce qu'on rapportait entre autres ce matin dans le Journal de Montréal. 7 minutes pour voler un VUS à peu près à Longueuil. C'est ce que ça a pris à des voleurs qui se promènent, qui font du repérage en voiture, qui regardent des endroits où il y a l'air d'avoir une maison qui est soit inoccupée, soit que les occupants dorment. Et là, tard dans la nuit, passent à côté de l'auto, essayent les portes. Souvent, il y a des gens qui barrent même pas leurs portes. Hein? Ça, exact. C'est première étape pour se faire voler un véhicule. 40% des gens n'ont pas de mesures anti-vol du tout. Oui, mais en même temps, ça, je trouve ça fou. C'est des mesures anti-vol. Avant, il y en avait qui venaient dans les autos et tout, mais est-ce que c'est le fameux retour de la barre qu'on
met moi, sur je le pense volant. que ça, au moins, c'est une méthode. On parle aussi il y a le boîtier anti-vol, il y a toutes sortes de nouveaux bidules maintenant, nouveaux outils. Tu sais, mais il y a une certaine époque, là, tu barrais pas tes portes, là. Ah, Puis il y a certains coins au Québec, là, tu barres pas ta porte de maison, tu barres pas ta porte d'auto. Mon père est de cette école-là, puis ça m'a toujours fait paniquer. Lui, il vient du bas du fleuve, c'est un gars de Rivière-du-Loup, puis il dit moi j'allais barrer mes portes. Non, Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis tout le temps en train de dire barre tes portes. Exact. Personne va partir avec mon auto. Tu sais, Mais moi, écoute, en ce moment, là, on ferme notre porte à clé durant la journée parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui est rentré en plein jour chez moi. Dans la maison? Dans la maison. Quoi? Ouais. C'était un livreur, mais sur le coup, puis ma fille était seule avec une amie, puis mais on savait pas, tu sais quand même. Mais il est rentré, puis il est rentré dans la maison. Il était comme. Le livreur est rentré dans la maison. Il est rentré. Tu sais quand tu dis un le 0 livreur, étoile? il est à l'aise. C'est-tu un 0 étoile sur Uber Eats, un 0$ de type par hasard, ce cas-là? Ouais. En tout cas, il était véritablement à l'aise. Et depuis, mais ça a comme effrayé un peu ma fille. Et puis depuis, on se dit bon, on va parer, sauf que t'es pas habitué, fait qu'à chaque fois que je veux rentrer la journée, j'ai comme la porte est barrée. Oui, ça, puis c'est peut-être un réflexe à prendre, malheureusement. Voilà, c'est un réflexe à prendre, puis système d'alarme, il faut s'équiper parce que eux sont équipés. Puis ils ont des systèmes maintenant qui détectent aussi les clés électroniques, tout ça, c'est bien fun, fascinant. mais c'est fascinant parce qu'ils peuvent là. passer, mettons votre clé dans l'entrée dans la maison. Votre clé intelligente qui vous permet juste sans contact, vous êtes dans votre véhicule, vous pesez sur le bouton, tant que la clé est là, ça marche. Le problème, c'est que le signal de la clé, il est plus large que ce qui paraît. Là. C'est pas il juste peut être à l'intérieur. Moi, je m'étais fait expliquer, il peut être à l'intérieur, là, sur ta petite table dans ton entrée. Voilà. Ils sont capables de l'attraper. Exactement. Ils l'attrapent puis ils le clonent. C'est comme ça qu'on s'en sert pour voler beaucoup de véhicules. Puis avec une facilité déconcertante. Là, comprenez que si quelqu'un a ça dans les mains, ça prend quelques minutes, attrape le signal, copie. Il n'y a pas besoin là, de faire comme dans les films, là, le hot wire, comme on dit, là, d'aller en dessous, de bricoler des fils, faire partir de ton auto. C'est fini ce temps-là. Là. On fait plus ça. On clone votre clé, puis il peut partir, puis continuer à opérer votre véhicule par la suite. Et si vous faites défoncer avec un bat de baseball, ce qui arrive aussi, là, vous savez que c'est pas un professionnel. Non, c'est ça. C'est des gens qui, de plus en plus... Parce que les professionnels, ils font pas de dégâts. Ils font pas de dégâts, sont équipés, puis vraiment, ça donne lieu à des histoires comme celle de cette restauratrice-là, originaire de Kamouraska, Perle Morancy, la propriétaire du restaurant Côté Est, qui a fait beaucoup parler d'elle à cause de sa mésaventure, s'en vient à Montréal et de passage, va voir d'autres gastronomes, d'autres restaurateurs, vont parler de fine cuisine, elle a du champagne, de la nourriture, toutes sortes d'affaires dans son auto. Elle a un VUS qui est assez facile à identifier. Bam, se fait voler toutes ses affaires. Être seul à Montréal, plus d'auto, elle plus dit, de matériel. je suis une optimiste, alors je le mets sur Facebook, puis je dis, s'il y a quelqu'un qui voit mon véhicule, s'il vous plaît, écrivez-moi. Et ça fait beaucoup de bruit au travers de son propre réseau, parce que c'est un véhicule qui, semble-t-il, est assez rare. Puis en plus, il y a des lignes comme jaune-orangé sur le côté du véhicule qui sont assez, là, un trait très distinctif. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en moins de 36 heures, il y a quelqu'un du milieu de la restauration qui a réussi à voir le véhicule. Puis non seulement ça, mais même vu le voleur en question se rediriger vers le véhicule quand il était là. Puis là, on répète pour les gens à la maison, ne faites jamais ça, vous appelez la police. Non, partez pas après quelqu'un. Il est parti après en criant, en le filmant, etc. Tu sais que j'ai déjà fait ça. Ah oui, hein? Ben, j'ai déjà fait ça. Courir après un voleur? Ah, moi, je suis tellement monsieur, madame, tout le monde. Il m'arrive tout ce qui arrive au monde. Je te jure. Okay, il était 4. T'es obligé. Écoute, moi, des fois, la nuit... T'es obligé de le raconter. Ben, je suis obligée de le raconter, certains. Et c'est depuis aussi qu'on s'est mis, qu'on met le système d'alarme le soir, parce que des fois, on en avait un, mais on le mettait pas forcément. Mais là, 3 heures, moi, je suis une mère, hein, Alex. Moi, tu te réveilles à rien. Ça, moi, j'entends clic, je me dis, Et là, j'ouvre et je vois les portes de ma voiture, puis 4 personnes qui sont dedans avec des pack-sacs, ni une ni deux. Je sais pas comment. Je me suis rendue en bas direct, puis là, j'ouvre la porte, je fais « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Puis je pars après eux, mais les 4 sont partis, tu comprends, en laissant les 4 portières ouvertes. Puis... Ils ont-tu le temps de te voler quelque chose? Ben oui, ils ont volé. Ils ont volé, mais des lunettes, des gugus, on n'avait pas grand-chose. Tu sais, j'ai pas fait de rapport de police, mais j'ai appelé la police quand même. T'as-tu réussi à en attraper un? Et nu-pied dans la rue? Non, ils n'ont pas réussi à attraper qui que ce soit. Mais toi, t'as réussi. T'as pas réussi à en prendre un par le collet? Faites jamais ça!
qui m'ont dit. Oui, avec raison. C'est une très mauvaise idée de partir après. Vous savez pas, il y aurait peut-être un couteau, une arme et tout. J'ai dit, finalement, vous n'avez pas tort, finalement. Alors, ne le faites pas. Je ne le ferai pas. Mais ça a été comme plus fort que moi, tu comprends? Oh, ben, c'est soit tu gèles ou tu. Ben, c'est fight or flight, comme on dit. Hein, t'as deux réactions. C'est la fuite ou le combat. Puis dans ce cas-ci, sachez et soyez avertis, mesdames et messieurs, les voleurs. Là, c'est comme. Oui, exactement. Si vous allez chercher des noises à Isabelle Maréchal. Ça se peut que je parte après vous. J'aurais peur si j'étais vous. Économie. Alors, Isabelle, que le télétravail est devenu un incontournable dans nos sociétés. D'ailleurs, le matin, alors que je remplace Alexandre Dubé, plutôt cette semaine, c'est un dossier que j'ai couvert parce que, alors qu'il y a de plus en plus de monde dans le télétravail, ça vient créer des conflits dans la demeure, entre monsieur, madame, monsieur, etc., entre les conjoints, époux et autres. Ben oui, ça devient plus compliqué. Hein. Là, on dit même dans les dernières statistiques que les femmes se retrouvent souvent avec pas de pièces pour travailler. Souvent, monsieur qui prend le bureau, mais madame se ramasse à la table de la cuisine et tout. Bref, il y a même des inéquités de ce côté-là. Mais ce n'est pas de ça que je voulais te parler. C'est plutôt du syndicat de la fonction publique canadienne qui, là, s'est dit bien choqué aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de négocier avec le gouvernement fédéral parce qu'il y a une nouvelle directive qui demande une présence au bureau 3 jours par semaine aux fonctionnaires. Et là, on est bien choqué de cette nouvelle mesure-là. Mais attention, Isabelle, avant que tu t'emportes, eux disent, ce n'est pas le point des 3 jours qui nous fait nous fâcher. C'est quoi? C'est le langage qui a été négocié qui doit être respecté, madame. Ah, genre? Parce que eux disent que c'était censé être du cas par cas pour chaque demande de télétravail, pas une règle mur à mur, si tu veux. Là, ils disent, on nous a pas consultés. On aurait aimé ça être consulté aussi. Oui. Mais tu sais, je le disais un peu tout à l'heure, c'est la prochaine, à mon avis, là, c'est le prochain gros dossier qui va occuper les syndicats. C'est la question du télétravail. Parce que la pandémie, depuis 4 ans, nous a montré que même si pendant 20 ans, en tout cas, moi j'en ai parlé ça fait 20 ans que je parle du télétravail parce que les spécialistes de ressources humaines le disaient, il y a des bénéfices à ça. Et si on n'avait pas eu cette pandémie, probablement qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Mais non. Et c'est la pandémie qui nous a forcés à nous adapter. On s'est tellement adapté. On apprend vite quand même l'humain. On s'est tellement adapté qu'on est devenus les champions du monde du télétravail. Exactement. Puis quand tu regardes les sondages, ils sont inversement proportionnels entre les employés souhaitent rester à la maison le plus souvent et les patrons, eux, souhaitent que les employés reviennent. Fait que t'en as qui souhaitent être surtout à la maison, puis les autres qui disent, ben non, j'aimerais ça surtout que tu es au bureau. Fait que c'est sûr que ça va s'entrechoquer, tu comprends? Les attentes des uns et les désirs des autres. Et là, on le voit avec le CFP, entre autres, puis les syndicats fédéraux, puis c'est 27 000 personnes que ça touche. Moi, je pense que quand tu es fonctionnaire, ça vient avec un bureau. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, on l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Moi, j'ai parlé à du monde. Tu t'appelais à des organismes gouvernementaux, puis là, tu te ramassais avec quelqu'un qui était à la maison, qui avait pas le dossier. Ben non, le dossier est au bureau. Moi, je suis chez moi, madame. Faut que vous compreniez ça, là. Moi, j'ai jamais eu le malheur de vivre mais c'était pendant la pandémie. Peut-être depuis, tu sais, puis ça dépend. Les compagnies d'assurance sont très, très bien organisées. Beaucoup de gens travaillent de la maison. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'entreprises privées qui sont des pros du télétravail que des fonctionnaires. Et ils sont très organisés pour ça. Fait que ça prend un cadre. Fait que si tu as ce cadre-là, tant mieux. Mais je pense que dans le contexte actuel, être fâché que ton employeur, que le gouvernement, donc les contribuables canadiens, te demande d'aller au bureau 3 jours semaine, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu grossier, non? Oui. Je comprends qu'il y a des gens toi, Alex, comme un jeune, là? Mais moi, je pense que, tu sais, je comprends leur point que ça peut être négocié au cas par cas, puis je crois que pour certaines personnes, peut-être qui ont gardé cette habitude de télétravail-là, je sais pas, moi, un père ou une mère de famille, tu sais, qui maintenant, ça concilie tellement mieux leur horaire avec les enfants, puis aller chercher à la garderie, à l'école. Je sais pas, peut-être qu'il y a des cas comme ceux-là, je pense, qui doivent et peuvent être négociés. Puis peut-être qu'une règle mur à mur, si c'est une règle mur à mur, puis que les cas exceptionnels se négocient, ben, pas de problème. Moi, je crois sincèrement tu vas avoir au contact humain puis aux gens d'être là. Figure que de syndiqués qui vont te demander des affaires. Ça va devenir ingérable. Ça va peut-être devenir du gros niaisage. T'as raison, Isabelle. Honnêtement, j'aimerais pas être dans les bottes de ceux qui doivent gérer les fonctionnaires comme ceux-là. Ça reste à voir s'ils vont être entendus dans leurs demandes, mais moi, je te le dis, le télétravail, ça peut être beau. Je suis un ferme croyant au contact humain. On est rendu qu'on s'évite le contact humain dans presque tout. Avoue que c'est le fun de se voir. D'être ici ensemble, c'est un privilège et un plaisir. Puis je pense que même s'il y a des gens que vous n'aimez pas dans votre bureau ou ailleurs, il
il y a quelque chose d'exclusif et d'exceptionnel au contact humain qui ne peut pas être remplacé pour à peu près rien. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui peut s'enlever. Surtout pour certains types de travail. T'sais. Mais c'est finalement, ça a l'air simple, la question du télétravail, mais il y a tellement à dire là-dessus. Écoute, c'est fascinant. On va finir par trouver le juste équilibre. Ça, j'ai confiance. Oui, bah, t'es un optimiste. Le Monde. Je suis certainement un optimiste, surtout qu'en terminant, Isabelle, je te présente une nouvelle qui, honnêtement, m'a fait écarquiller des yeux tout à l'heure et concerne Robert Kennedy Jr. Qui est-ce? Le neveu de John F. Kennedy, lui-même le très célèbre président américain, qui se présente comme candidat indépendant en ce moment à l'élection présidentielle. Parce que oui, vous avez peut-être juste entendu parler de Joe Biden, de Donald Trump, mais il y a également Robert Kennedy qui se présente. Et M. Kennedy, c'est quelqu'un, faut que vous le sachiez, qui a tenu beaucoup de propos excessivement controversés. C'est entre autres un leader du mouvement anti-vax sur la planète. Lui croit que le vaccin fait des dégâts horribles. Il a écrit des livres là-dessus. Ces livres sont d'ailleurs des best-sellers sur Amazon. Merci Amazon de publier ces cochonneries-là. Et il continue de propager tout ça en marge de sa propre tentative de gagner la Maison-Blanche comme indépendant. Mais là, aujourd'hui, une enquête du New York Times qui révèle que M. Robert Kennedy Jr. a déjà eu un parasite au cerveau, un ver dans la tête qui lui a mangé une partie du cerveau. T'es sérieux, là? Ce n'est pas une blague. Et on dit que c'est un parasite qui a rattrapé quelque part en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie, dans un voyage, à un moment de sa vie, que lui s'est promené, a rongé une partie de son cerveau. Le parasite a fini par mourir, le ver, mais c'est quelque chose qui peut engendrer d'importantes séquelles psychologiques et neurologiques, des problèmes cognitifs évidents du côté de M. Kennedy, qui a aussi été déjà victime d'une intoxication au mercure qui peut entraîner d'autres problèmes neurologiques. Je veux pas faire un méchant lien avec tout ça, mais dès que la nouvelle est tombée, il y a des gens qui se sont mis à faire des liens, Isabelle. Je veux pas les nommer. Il y a peut-être un lien entre ça et certains propos tenus par M. Kennedy. Eh bien. Merci, Alex. Voilà. C'est un plaisir, Isabelle. En 24 minutes, c'est mission accomplie.